Salut à tous, c'est Planck de la chaîne. Bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva. Et on a toujours plein de choses à vous enseigner, toujours avec l'IPASCO. Et aujourd'hui, on va vous parler de deux petites choses. Le passeport méthode Silva, on va un peu vous expliquer d'où ça vient et vous allez l'avoir en français. On le retravaille en français pour que vous ayez quelque chose de vraiment sympa en fin de séminaire. Et une deuxième partie où en parallèle, on va voir comment on va vous parler de ça. Donc, d'un cours que moi j'ai sur le package que Ed nous avait vendu, qui était basé sur ce cours-là, en l'occurrence, ce qu'il appelle, hop, je te l'ai dit à 10 secondes, Holistic Faith oui, Healing. c'est ça, Holistic Face Healing. Et dans le Holistic Face Healing, il y a le Rapid Hand Vibration Technique. Et en fait, il y a plusieurs éléments sur lesquels j'ai envie qu'on revienne parce que vous allez voir, ça nous sort un petit peu du principe plutôt orienté auto-hypnose de la méthode en BLS. Et ça nous fait rentrer, et là, je pense que pour beaucoup de personnes qui aiment l'énergétique, ça peut les intéresser dans une perception plus énergétique, mais c'est assez intéressant parce que souvent il fait des retours à dire bon bah si la personne elle ne va pas en alpha, on va pouvoir avec justement le travail de vibration créer de façon mécanique la mise en alpha entre guillemets. On va en reparler. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on parle donc du passeport, ce qui s'appelle le passeport SIGA. Donc c'est donc comme tu l'as dit juste avant, SIGA, c'est Silva International Graduates Association, c'est ça. Hein. Oui. Et c'est un passeport qui était remis aux diplômés Silva après leur formation basique, donc la formation des 4 jours ou des 3 jours en fonction de celui que vous avez fait. Ça a été remis pendant à quelle période? Tu te souviens à peu près quand est-ce que ça a été proposé ou partagé? En fait, moi, j'ai jamais connu une période où c'était remis automatiquement, hein, mais Ah ouais. comme pour les gens qui étaient membres de SIGA. Donc, SIGA, c'était une association pour les diplômés Silva. Mais à ma connaissance, c'était pas quelque chose qui était donné à toute personne qui terminait le cours. D'accord. Ah, tu vois, alors, Parce que moi, alors que moi, j'avais reçu dans mon séminaire et c'était Michael qui me l'a montré, effectivement, parce que c'était Michael qui a contribué les dessins. Ouais, mais c'est ça, et on va en parler, mais justement, d'accord. Donc, en fait, SIGA, je pensais que moi, une fois qu'on était diplômé Silva, on faisait automatiquement partie de SIGA. Non, on devrait choisir de devenir membre. Et puis, et c'était en fait la méditation du matin et soir, au départ, était créée pour les membres de SIGA, parce qu'eux, ils ont demandé. Mais, voilà. Donc, il y avait plein de petites choses qui sont arrivées là, mais c'était un peu comme les graduate meetings, les réunions de diplômés, sauf que c'était beaucoup plus officiel, c'était une association officielle, etc. D'accord. Tu sais si ça existe encore ou si ça n'existe plus? À ma connaissance, ça n'existe plus parce que c'était surtout Juan Silva qui était président, qui a tout organisé. Et Juan Silva, le petit frère de José en âge, mais le grand frère en taille, quoi. D'accord. Ah ouais, ok. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui, c'est une assoce qui n'existait plus. Le but de l'assoce, c'était quoi? C'était dire que les diplômés Silva avaient une association sur laquelle ils pouvaient faire comme nous des réunions d'anciens, etc. Plus répondre à un ensemble de demandes, j'imagine, à un moment donné, de la part des diplômés qui ont des questions ou des problématiques, c'est ça? Oui, c'était pour évoluer, comparer les résultats et on a créé des choses justement spéciales pour Silva et le lieu évident pour les introduire, c'était en SIGA. D'accord, ok. Bah, nous, il faudrait qu'on crée un SIGA France. Mais ah ouais, non, c'est une bonne. D'accord. Je pensais, tu vois, que c'était automatique. Moi, j'avais fait vraiment l'assimilation de me dire. C'est pour ça que je pensais que peut-être à un moment donné, ils remettaient le passeport en fin de séminaire. Alors, l'intérêt de ce passeport, en tout cas, moi, en le relisant et en le traduisant, et puis on va le retravailler encore avec lui parce qu'il y a pas mal de choses je pense, à peaufiner, c'est vraiment arriver dans une notion d'avoir un espèce de petit résumé de ce que vous avez fait, à la place d'avoir constamment votre livre de cours
où bah, il y a un paquet de pages. Là, en 20 pages, en 20 petites pages, vous allez avoir un ensemble des résumés de ce que vous pouvez faire avec la méthode, à quel moment, parce que parfois, il y a des questions toutes bêtes qui disent, mais quand est-ce que je vais utiliser ça? À quoi ça me sert tel élément? Et là, je trouve que le passeport est plutôt bien fait à ce niveau. Donc toi, là, tu me dis la première fois que tu l'as vu, c'est Michael qui te l'a proposé, en tout cas, qui te l'a montré, c'est ça? Il me l'a montré, effectivement, parce que il a contribué à la création de ça. Et donc, il avait plusieurs exemplaires lui-même. Mais à part ce que Michael m'a donné, ici en Europe, je n'ai jamais vu autre chose parce qu'en fait, c'était fabriqué aux États-Unis. Et c'était fabriqué pour ressembler à un vrai passeport, justement la taille, la petite fenêtre qui montrait le nom et tout ça. Je ne sais pas si tu as une... Ouais, justement, c'est ce que je suis en train de rechercher. Alors, attends. Siga Passport, je l'ai là. Alors, est-ce que j'ai... Alors, ouais, voilà. Tac, on va faire ça. Donc ici, on va aller dans intégralité. Tu dois avoir moins de 2 tétrabytes dans ton ordinateur. Ouais, non, mais je suis constamment en train de mettre dans des disques durs externes, tellement il est saturé de plein de choses. Donc, ça ressemblait à ça. Voilà, exact. Oui. Et alors, bon, là, dans une autre version, il avait une petite fenêtre, mais ça ressemble vraiment à un passeport officiel. C'est quelle couleur le passeport en France? Nous, il est pas rouge, il est bordeaux. Ah oui, d'accord, ok. Oui, parce qu'en Angleterre, c'était bleu. Et puis, quand on est devenu membre d'Europe, c'est devenu justement rouge, marron aussi. Et puis maintenant, les nouveaux sont encore bleus. Ah, d'accord. Ah ouais, tiens, ça, je ne savais pas. Alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, donc là, je vous le montre un petit peu en anglais parce que je l'avais prise. Donc, ça donnait ça. Donc, il y avait vraiment le passeport. Alors, justement, les petites choses qu'on voulait mettre en avant, c'est que ces dessins-là, c'est Michael qui les a faits. Oui. D'ailleurs, on le voit ici. Hop. Anciens diplômés, s'il y en a qui assistent à ces podcasts, vont se rappeler que tous les ans, on faisait une carte Noël que Michael avait dessinée lui-même. Oui, exact. Bah, moi j'en ai ici de Michael. Et là, vous voyez, hop, il y a une petite dédicace Michael Dodson for the Hard Walk. Donc, les petits dessins, c'est Michael qui les a fait. Ah, pardon, c'est Paul Franceller. Ah, mais donc c'était peut-être fait en Angleterre, hein? Surtout si bah, Paul tu vois, c'est le directeur avec qui Michael avait fait son premier cours de base. C'était son premier instructeur. Ok. D'accord. Et regarde, parce qu'à la fin... Il était aussi très, très bien connu aux États-Unis. Attends, à la fin... Bon, bref, à la fin, il y a une adresse, je la retrouverai, mais il y a une adresse au UK. Sur les dernières pages, il y a une adresse au UK. Mais c'était fait... Oh, il y a une... C'est pas s'il y a une année, parce que c'était fait ou fin des années 80... à la fin des années 70 ou début des années 80. Ah ouais, parce que tu vois, on l'a là. Ou 70. Il n'y a pas de... non, il n'y a pas de date. Non. Ça finit... d'accord, ok. Donc voilà, là, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous allez voir, on va un peu... je vais vous mettre la version que moi, j'ai commencé à travailler. Voilà. Hop. Donc, ouais, ça, comme je te disais, hein, je pense qu'on va reprendre l'idée du passeport, mais là, c'était juste pour poser un petit peu l'idée. Donc, dans un premier temps, on verra, il y a la signification. Alors, tu vois, ça a été une question que je me posais. C'est est-ce qu'aujourd'hui, il a encore utilisé ce logo-là? Il existe encore? Il n'est plus utilisé aujourd'hui, mais pendant très, très longtemps. Non, même ça a changé. Pendant longtemps, c'était sur un tampon et c'était sur le tampon qu'on mettait sur les cartes. Mais donc aujourd'hui, il a été remplacé d'abord, ça dépend. Une fois que José était décédé, c'est là où on a commencé à faire tous les changements. Donc, on a créé un nouveau logo avec une sorte un profil d'une personne avec du soleil. Et puis, on a laissé tomber ça, c'était pas un membre de famille. Et puis Laura Silva a pris les relais et c'est Laura qui a fait le logo qui est juste
spirale. spirale dans les couleurs différentes, mais qui ne contient aucune information. Mais il y a beaucoup d'informations dans l'ancien logo. Hein. C'est pour ça, tu vois. La question, c'est de se poser si on laissera ou pas. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que justement, il explique le triangle, il explique pourquoi il y a une torche, pourquoi il y a une flamme, pourquoi les flammes font 3 S là, pourquoi c'est la main droite qui prend. En fait, il explique tous les aspects du logo. Moi, je trouve que c'est intéressant que même si aujourd'hui, c'est plus forcément le logo de Sylvain International, on pourrait se dire que ça reste le logo du SIGA, tu vois. Sylvain International Graduate Association, on peut le garder et dire, bon, ben voilà, c'est associé à cette idée-là. Oui, on peut toujours dire, voilà, ça c'était la version originale de SIGA et donner la signification historique, pas de problème. Exactement. Parce que moi, je trouve que c'est quoi, il y a vraiment des éléments intéressants en réflexion dessus. Donc voilà, j'ai remis aussi les dessins de Michael, histoire qu'on soit dedans. Alors, ce que je trouve assez génial, c'est que justement, il rappelle des choses toutes bêtes, comment retourner en alpha, des questions toutes bêtes. Est-ce que je vais au niveau 1 ou est-ce que je vais au laboratoire? Je trouve que ça, c'est intéressant comme réflexion parce que c'est peut-être des questions que des personnes ne se sont pas forcément posées ou se posent et se disent, mais j'utilise quoi, le labo ou je veux juste au niveau 1, etc. etc. Moi, après, des notions toutes simples, combien de temps, quand, où, comment arrêter l'exercice, le ménage mental. Alors après, on a pas mal de petits trucs à reprendre. Alors ça, j'ai trouvé que c'était génial. Reprendre les 3 éléments, donc potentiellement faire 3 fois par jour des exercices. Et qu'est-ce que je peux faire le matin? Qu'est-ce que je peux faire le midi? Qu'est-ce que je peux faire le soir? Et ça, j'ai trouvé que c'était bien parce que je suis sûr que beaucoup de personnes n'ont pas forcément associé aujourd'hui quelque chose de spécifique à faire quand ils font leur méditation dynamique matin, midi, soir. Et là, on a vraiment quelque chose qui est clairement défini. Après, bon, les conseillers, combien de temps pour programmer, le moment le plus important. Alors bon, il y a un moment là, tu verras, je pense qu'il va falloir qu'on le retravaille, c'est cet élément-là. C'est pas hyper clair du tout, mais on rebossera ça. Parce que vu comme ça, en le lisant, je me disais ça ne veut rien dire. Donc on va rebosser dessus. Hop. Après un petit glossaire. Là aussi, il faut que je change 2-3 trucs parce que c'est pas propre. Mais ça nous donnera, et c'est chouette parce que ça nous redonne des définitions, ça nous rappelle les éléments clés. Donc à ça, on va y rajouter d'autres éléments, et c'est ce que je disais à Ali, que j'ai chopé sur justement un passeport SIGA, il faudra que je vous le retrouve, mais de aide, où il rajoute quelques éléments que je trouve vraiment très très pertinents à mettre en avant. Donc le but pour nous, c'est de vous faire un petit passeport où il y a des résumés, où il y a des phrases clés, des éléments clés qui sont intéressants à garder en tête pour que vous puissiez être au quotidien sur cette démarche et ce retour à se dire ah ouais, mais je peux utiliser ça de cette façon-là, faire des petites notes. J'ai bien aimé, à la fin il y avait écrit des choses du genre n'hésitez pas à mettre dans ce petit carnet les grosses réussites que vous avez pour pouvoir le garder déjà dans votre tête et émotionnellement y associer. Donc en fait, faire des points de référence, écrire les points de référence dans le passeport. Il y a plein de petites choses comme ça que je trouve chouettes et qui, alors à la place de n'avoir qu'une petite page pour mettre tout ça, je pense que j'en rajouterai quelques-unes. Comme ça, vous pourrez écrire dessus si vous avez envie. Bref, il y a pas mal de petites choses qu'on peut faire et qui, à mon avis, pourraient vraiment apporter du plus aux personnes. Oui, ça pourrait devenir un petit workbook à la fin. Par exemple, on pourrait avoir une liste de ses buts et puis cocher quand on a atteint le but et la date, etc., combien de temps on a programmé. Et puis, oui, et les mots-clés, justement, ça serait bien d'avoir au moins 20 mots-clés disponibles tout de suite si on oublie, etc. Oui. Mais tu vois, justement, c'est ce que je me disais, les mots-clés, il en parle à peine. Et à un moment, il dit si, pour développer votre imagination, comme en cours, n'hésitez pas à utiliser les mots-clés. Mais c'est le seul moment où dans ce passeport-là, ils en parlent. Donc, c'est pour ça que là, je l'ai repris un peu comme pas un peu comme c'était par rapport au modèle initial. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va le compléter pour que vous ayez vraiment un petit passeport très simple
sur lequel vous pouvez savoir, tiens, bon, je fais ma méditation après le déjeuner, qu'est-ce que je vais faire? Ok, bon, je vais retravailler sur ce qui s'est passé le matin. S'il y a eu des choses qui ont été un peu tendues, si je suis émotionnellement instable, pas bien, etc. Ok, je vais transformer ça, apaiser ça, calmer, retourner dans un état, préparer le reste de ma journée pour pouvoir me recentrer, etc., etc. Et ça, je pense que c'est des éléments qui sont super bien, hyper pratiques, parce que c'est ça qui, à mon avis, qu'il faut garder en tête. Il est impératif que ces petits passeports puissent vous être hyper pratiques. C'est qu'est-ce que je fais, à quel moment? Comment? Pourquoi? Et pas, là, on ne refait pas le cours. On ramène les points clés pour que vous puissiez vous dire, ah oui, c'est vrai, là, c'est le soir. Bon, j'ai une journée comme ça. Qu'est-ce que j'aurais aimé? Comment j'aurais aimé que ça se passe? Qu'est-ce que je peux corriger? Qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça me prenne trop émotionnellement ou trop la tête avant de dormir, etc. Et ça, c'est des bonnes choses. Ou, là encore, il y a la possibilité d'avoir les audios que Lee propose, qui sont vraiment bien, la méditation matin-soir. Mais si vous l'avez pas, et j'aime bien parce que ça aussi c'est mis à un moment donné, je crois que dans le passeport de Ed, il dit il faut que vous soyez apte à faire votre méditation dynamique sans son et sans accompagnement audio quel qu'il soit. Et ça, je trouve que c'est important parce que j'ai parfois écho de personnes qui disent ah ben moi j'aime bien, mais il faut que je sois dirigé par un audio, un MP3, etc. Et c'est chouette, mais c'est pas ce qui est attendu à un moment donné. Il faut que vous ayez cette aptitude à vous dire, OK, j'ai besoin de ça, je descends, je fais mon boulot, je reviens. C'est pour ça que vous pouvez utiliser la méthode, la méditation dynamique, tous les jours, 50 fois s'il le faut dans la journée. Exact, parce que si on est guidé chaque fois, ce n'est plus dynamique. C'était une méditation dynamique. Et c'est pour ça que le dernier exercice du cours, on n'a pas de son. On enlève. Et le dernier exercice commence avec entre dans ton niveau de laboratoire, je vais t'attendre. Boum, silence. Et puis on continue parce que c'est un nouveau travail quand même. Donc, je trouve ça c'est important, oui. Et l'autre chose, c'est que tu as aussi dit que Ed insistait sur le fait qu'il fallait quand même appliquer, répéter, vraiment s'engager dedans parce que c'était pas quelque chose qui arrivait automatiquement. Je suis totalement d'accord qu'on met ça aussi dedans parce qu'il y a des gens qui ont tendance à croire « Ah, mais c'est magique, je fais la formule magique et pouf, ça arrive. » Et ils ne sont pas prêts à s'investir et vraiment se concentrer. Voilà. Au point où, justement, quand quelqu'un me dit « Oh, une certaine technique, ça ne fonctionne pas pour moi. » Alors, en anglais, on dit « It doesn't work. » Et moi, je réponds, maybe it's you that doesn't work. C'est peut-être toi qui ne travailles pas. Parce que work a un double sens. Bien sûr, il y a un double sens. Ouais. Donc, c'est peut-être la personne elle-même qui n'a pas vraiment travaillé cela, mais a fait tout. Alors, il n'y a rien qui se passe. Pouf, ça ne marche pas. Mais c'est soi-même qui est impliqué. Quand même. On a beaucoup cette problématique chez Silva ou chez le travail interne ou même en hypnose où il y a souvent ça. Le problème, c'est quand on parle du subconscient, quand on parle d'un niveau, quand on parle de laboratoire, quand on parle de conseiller, on se dit ils vont faire, ça va le faire, cette partie de moi va s'en occuper, alors qu'en réalité, c'est toujours nous qui sommes le pilier et l'élément de mouvement qui va créer quelque chose. C'est pas un ça, c'est nous. C'est on l'a fait, on l'a pas fait, on l'a bien fait, on l'a mal fait, on a réussi à avoir un résultat, on n'a pas le résultat qu'on veut. C'est pas grave. Au bout du compte, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ces éléments-là pour arriver vers ce que je souhaite. Et pour reprendre là, ce qu'on disait un petit peu avant et ce que tu viens de ressouligner, là pour l'instant, mais il y a d'autres phrases sympas, mais là celle que pour l'instant j'ai mise en avant, c'est n'oubliez pas qu'il s'agit d'un cours de résolution de problème, alors assurez-vous de définir le problème que vous souhaitez résoudre. Ça paraît tout bête comme phrase, mais Silva, la méthode a de l'intérêt parce qu'on va vers du concret. Donc, c'est pas, tiens, je vais juste me mettre à niveau sans aucune autre raison. C'est non, je le fais parce que je veux me relâcher, je veux me relaxer, je veux avoir une réponse, je veux m'écouter, j'ai une intention. J'ai une intention et c'est nécessaire à chaque fois de vous dire j'ai un objectif dans ce que je fais. Alors, si le mot objectif vous dérange, j'ai une intention. J'ai une intention que ça m'apporte ceci, cela. Et ça, je trouve que c'est important parce que parfois, on peut se dire oui, mais j'ai fait 3 fois mes méditations depuis X temps par jour, 3 méditations par jour, 5 minutes, on va dire.
mais il ne se passe rien. Ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Oui, mais il faut savoir pourquoi vous l'avez fait. Si c'est mon intention est juste de faire ce qu'on m'a dit de faire en cours, ok, mais en fait, c'est quel est l'intérêt concret, réel pour vous de méditer, ou de faire le verre d'eau, ou de faire n'importe les numériques tag, etc. etc. Qu'est-ce que j'avais mis? Oui, n'oubliez pas non plus que si vous voulez résoudre des problèmes difficiles, vous devez vous entraîner. C'est comme n'importe quoi d'autre, plus vous pratiquez, mieux vous y parvenez. Et ça aussi, je trouve que c'est cohérent dans un petit booklet de fin de cours, d'avoir cette idée de se dire, bah oui, effectivement, c'est pas parce que je viens de faire le cours, c'est pas parce que j'ai vécu des choses sympas ou que j'ai déjà réussi des choses qu'il ne faut pas que je continue à m'entraîner. Et c'est comme tout. Moi, j'ai beaucoup remarqué ça chez les hypnotistes. Beaucoup d'hypnotistes apprennent l'auto-hypnose, connaissent un peu l'auto-hypnose, mais en fait, le pratiquent jamais. Et le moment où ils en ont besoin, j'ai mal à la tête, je suis fatigué ou ça ne va pas dans ma vie, parce qu'il y a des moments où ça ne va pas, et ben, ils n'arrivent même pas à travailler en auto-hypnose parce qu'ils ne l'ont jamais exercé. Pour autant, c'est des gens qui, à la base, sont assez experts de l'utilisation de la transe. Mais vu qu'ils ne l'ont pas fait, bah, au moment T, et ça aussi, je crois que je ne sais plus si c'est. Non, c'est dans le SIGA originel, celui que tu m'as donné. Il y a un moment, quelque chose que je trouve très chouette. Quand est-ce que vous utilisez, quand est-ce que vous devez travailler la méthode Silva? Quand vous n'en avez pas besoin. Ouais. Tout est dit dans cette phrase. Oui. Et Lille dit en cours. Hein. Rappelle pourquoi c'est tellement important, mais lis souvent, c'est ce qu'elle dit en cours. Vous devez vous entraîner quand vous n'avez pas besoin de la méthode. Oui, vous êtes en vacances, vous dites, je n'ai pas besoin de méditer parce que je suis déjà relax. Non, c'est ce moment-là où il faut s'entraîner pour que ça devienne tellement habituel que quand vous avez vraiment besoin, vous êtes hyper stressé, toi, 2, 2, 2, 1, 1, 1, pouf, vous êtes automatiquement au bon niveau parce que vous le faites régulièrement. Oui, si vous attendez jusqu'à ce que vous avez vraiment besoin et vous n'avez pas pratiqué depuis, vous ne pouvez pas dépendre dessus parce que vous n'êtes pas prêt. Donc, oui, j'ai toujours adoré ça. Le meilleur moment pour pratiquer, c'est quand tu n'as pas besoin. Ouais. C'est un paradoxe, mais c'est exactement ça. Ouais, mais en fait, si on prend la méthode Silva comme un exercice, c'est comme aller à la salle, t'entraîner tous les jours pour avoir le cœur qui bat, un bon cardio et donc pas avoir de problème cardiaque. C'est pas, tu vas pas commencer à te dire je vais faire du cardio le moment où tu as eu un infarctus. Tu le fais en amont pour éviter l'infarctus, en fait. Donc, tu t'entraînes pour quelque chose. Le jour où tu as besoin de quelque chose, tu sais que logiquement, tu es assez solide pour dire non, mais là, j'ai mon corps qui est en bonne santé, ça va le faire. Si j'ai un petit truc qui ne va pas, c'est peut-être pas grand-chose, je vais aller voir. Tu vois. Et je pense qu'il faut le voir comme ça. Il faut se dire, c'est une routine après, bien sûr, avec des objectifs. Et c'est là aussi où c'est intéressant parce que si on se dit, mais j'en ai pas besoin, ça voudrait dire qu'à longueur de temps, notre vie est OK, ce qui est plutôt bien. Mais dans ce cas-là, faut vraiment s'interroger. Si on a une vie qui est OK, qui est toujours nickel, ça veut dire qu'on n'a jamais de problème. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de la méthode. Sauf que je connais personne qui, au quotidien, n'est pas agacé, énervé, frustré, qui n'a pas juste un truc tout bête qui va les énerver, qu'ils n'ont pas passé une journée comme ils voulaient que ça se passe. Et malheureusement, elle s'est passée, donc il faut bien qu'ils gèrent leurs émotions. Tout le monde a des petits problèmes. Et en fait, la méthode, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre un gros élément pour se dire, c'est vrai, ça m'a agacé. Allez, miroir bleu, je vois tout ça, j'efface, miroir blanc. Ok, qu'est-ce que j'aurais aimé? Comment? Pourquoi? Retravailler sa mémoire, retravailler des petits éléments et se dire, quand j'en aurais vraiment besoin, gestion de la douleur. Hein. Il y en a beaucoup qui, en méthode Silva, me disent, oui, j'ai pas assez bossé le gant anesthésique. Parce que j'ai pas mal d'habitude. Mais là, je viens de me faire mal, mais ça marche pas bien. Oui, parce que tu l'as pas travaillé. Et ça coûte rien. Là, je reprends plus Butler en hypnose qui disait une fois par semaine, n'oublie pas de travailler la gestion de la douleur, l'hypnoanalgésie. Et je trouve qu'il a raison, au moins une fois par semaine. Ou admettons, si ça fait beaucoup parce que c'est pas votre priorité, une fois toutes les 2 semaines ou 3 semaines, passez 20 minutes à bosser votre gant anesthésique pour dire ok, ça fonctionne. Ok, est-ce que là j'arrive à apaiser une douleur? Est-ce que là je sens ma main de telle ou telle façon? Et c'est ça qui est sympa. En fait, la méthode, il faut l'avoir comme une petite gym. Vous faites votre gym, vous faites votre routine, et puis ça va vous permettre, le moment où vous en avez besoin, d'avoir le physique, l'esprit, tout ce qu'il faut pour que ce soit optimum. Et là-dessus, je trouve que ce petit carnet, c'est un vrai plus
que vous aurez bientôt. Et pour utiliser notre métaphore, c'est une boîte d'outils, mais si vous n'utilisez jamais et un jour vous dites, oh là là, j'ai vraiment, vous ouvrez et il est complètement, il est rusty, comment dire rusty, il est rouillé, Rouillé, ouais. ou les couteaux ne sont pas aiguisés. Donc, il faut les utiliser régulièrement pour les garder en bon ordre. C'est ça. Faut toujours maintenir pour réussir. Et y rajouter un élément, entraînez-vous à résoudre des petits problèmes, puis attaquez-vous au plus gros. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui a besoin d'aide pour résoudre un problème, aidez-le. Et ça aussi, là, on revient sur moi, ce que j'aime dans la méthode, cette notion de vous devez penser à vous, mais pensez toujours que ce que vous faites, ça peut aider quelqu'un. Et si quelqu'un a besoin d'aide, n'hésitez pas à votre niveau. Là encore. Ah oui, alors, il y a peut-être un paradoxe qu'il faut faire attention, c'est que dans la méthode, on pense toujours aux autres. Mais ne devenez pas rempli d'un syndrome de sauveur. À vous dire, non, mais maintenant j'ai des techniques, il faut absolument que je sauve tout le monde. Non, c'est vous faites ce que vous pouvez à votre niveau, mais il ne faut pas que vous-même vous stressiez à ne pas réussir ou à ne pas sauver tout le monde. N'oubliez pas, c'est toujours la même chose. C'est à vous d'être OK avec vous, donc d'utiliser votre niveau pour être bien, pour éviter le stress, pour pouvoir créer plein de choses, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous commencez à stresser, à vous dire je veux aider quelqu'un et j'y arrive pas et donc ça me stresse, vaut mieux pas l'aider. Parce que dans ce cas-là, c'est vous-même que vous vous mettez mal et vous n'aiderez pas forcément la personne en face. Donc, c'est toujours cet équilibre-là à trouver. Ne devenez pas un sauveur pour un sauveur, mais soyez toujours bien avec vous pour que vos actions puissent avoir un vrai impact sur autrui et comme ça que les personnes puissent être bien en fonction de ce que vous pouvez donner. C'est pas perdre toute votre énergie pour sauver le monde, même si l'idée est belle. Je sais pas ce que tu en penses, d'ailleurs. Toi, tu en penses quoi de ça, par exemple? Je me rappelle la première fois que j'avais tout un groupe de diplômés qui travaillaient sur quelqu'un qui avait un cancer et c'était une jeune fille en plus, donc elle est morte. Et je me rappelle à l'époque, donc ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire. Et j'étais dévastée en fait, parce que j'avais tellement confiance qu'on allait l'aider, au moins d'aller mieux. Mais apparemment que oui, parce que même si physiquement, on n'a pas pu aider, apparemment, les gens qui étaient là, présentes quand elle meurait, disaient que c'était elle qui donnait du confort aux autres. Elle était sereine, elle a accepté qu'elle allait partir, elle était vraiment dans un état presque de bien-être et acceptance. Et j'étais très émue quand j'ai entendu ça. Alors là aussi, on n'a aucune idée si nous, on a contribué à ça. Mais je crois que on ne peut pas sauver le monde, mais on peut au moins offrir de l'aide aux gens qui ont besoin d'aide. Si on ne peut pas les aider, tant pis. Mais au moins, on a offert. On n'a pas les laissé totalement. Je ne peux rien faire. Non, on offre de l'aide. C'est tout ce qu'on peut faire. Ça. La nuance, je trouve qu'elle est intéressante. C'est j'offre quelque chose à la place de me dire je vais sauver. C'est deux éléments qui sont assez importants à prendre en compte. On fait au mieux avec ce qu'on peut et avec ce qu'on peut nous à un moment T. Parce que ça se trouve, il y a des moments où vous-même, vous n'êtes pas au top. Donc, si vous passez 5 minutes pour méditer sur un cas de quelqu'un qui ne va pas bien, c'est déjà super ce que vous venez de faire. Vous n'avez pas besoin de faire plus parce que vous devez d'abord aussi penser à vous et donc vous offrez de l'aide. Ce qui ne veut pas dire que vous garantissez un sauvetage de problématiques, encore plus quand on parle de maladies aussi complexes que le cancer, etc., ou les maladies de façon générale. Nous, on est dans une dynamique à se dire, si on envoie et qu'on amène un ensemble d'éléments qui amèneraient plutôt du positif, est-ce que ça a un impact? Et s'il y a un impact, tant mieux. Mais on n'est pas en train de se dire tout ce qu'on fait est absolu et magique. Et on revient à cette notion-là. La méthode peut nous donner des résultats qui sont surprenants / magiques, mais la méthode n'est pas basée sur de la magie. La méthode est basée sur, on fait des petites choses qui devraient amener du plus. Et si ce plus, dans une conjoncture, un ensemble d'éléments amène quelque chose de merveilleux, c'est top. Mais ce n'est pas sur ça qu'on va se focaliser, parce que le meilleur voudrait nous dire qu'à chaque fois on est déçu quand ça n'amène pas quelque chose de surprenant ou d'incroyable. Or, la beauté de la méthode, et ça pour moi, je le mets vraiment en parallèle avec l'hypnose, la beauté de ces méthodes-là, c'est de dire non, c'est des petits pas qu'on fait. Mais ces petits pas sont merveilleux parce que justement, s'il y a un tout petit mieux, ce petit mieux, il est peut-être non négligeable pour un ensemble d'éléments qui vont s'associer et faire quelque chose de grand.
Et, euh, et en plus, vu qu'on n'attend pas un truc grand, bah, on attend juste une avancée, un mieux, une respiration en plus, un pas de plus, un mouvement de plus, un centimètre de plus. Et bah, ça va permettre juste de se dire, il y a quelque chose qui avance. Or, ça, vous vous souvenez, ça nous fait quoi? Un point de référence. J'ai réussi à faire 1 centimètre. J'ai réussi à me lever ce matin. J'ai réussi à remarcher, à relever un tout petit peu mon bras. J'ai réussi. Et bah, ça, c'est un truc à se dire, bah, peut-être demain ou dans une semaine, je vais pouvoir lever d'un autre centimètre. Je vais pouvoir avancer d'un autre pas. Je vais pouvoir faire un truc. Et c'est ça qui est merveilleux, en fait. Plus que parfois l'espèce de phénomène incroyable qui se passe, mais qui est beaucoup plus rare, qui arrive. Hein. On en a parlé avec certaines histoires de José, que même, bah, c'est ce qu'on aime bien avec vos expériences. Oh, il s'est passé ça, c'est génial. Mais alors moi, je suis un très terre à terre et j'aime ces petites choses. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit, ah bah ce gars-là, il n'arrivait plus à faire ça, et puis maintenant, depuis 6 mois, et bah, il a repris un tout petit peu de mouvement. Ouais, mais ça prouve que jour après jour, le travail du quotidien, son exercice amène quelque chose de positif. Donc après, je sais qu'il y en a qui aiment bien les grosses trucs, mais habituez-vous à ces petites choses et voyez le merveilleux dans le petit. C'est là où vous allez avoir une belle surprise en fait. Ah oui, alors c'est ça, ce que disait Lee tout à l'heure, et je reprends, la méthode Silva ne change pas automatiquement votre vie. La méthode vous donne des outils que vous pouvez utiliser pour corriger les problèmes. Lorsque vous utilisez ces outils, vous verrez des améliorations dans votre vie qui semblent souvent miraculeuses. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ces choses, j'utilise. Mais c'est pas, je viens de faire la méthode Silva, ou j'ai fait la méthode pendant 1 mois, et tout a changé sur les 50 prochaines années de ma vie. Non, c'est si ça a fonctionné, tant mieux. Si vous avez eu du plus, tant mieux. Continuez, répétez. Et si vous n'avez pas d'idées pour votre vie, ne vous inquiétez pas. La vie va se charger de vous donner plein de petites idées sympas pour que vous puissiez utiliser vos outils. Donc, devenez des experts de vos outils pour pouvoir vous sentir bien et permettre aux personnes de se sentir bien. Bon, alors il y aura d'autres choses, hein, mais on va de toute façon on va bosser ça avec Lee. Ça va nous demander quelques semaines, mais au moins comme ça on voit où on va. Après, la question va être, est-ce qu'on en fait un format numérique? Est-ce qu'on fait un format numérique et un format papier, ce qui serait quand même plus sympa? Et après, est-ce que tu le mettras à disposition à la fin des séminaires? Après, il y a vraiment à réfléchir là-dessus, comment ça va être partagé. Mais je pense vraiment que c'est un vrai plus pour les personnes qui finissent. Et vous allez voir, c'est sympa. Et nous, on est content de le remettre en place. En plus, dedans, hein, je rappelle, il y a les dessins de Michael. Et c'est plutôt sympa. Ça nous fait un souvenir de l'artiste qu'il était aussi. Parce que Lee m'expliquait que c'était un gros artiste quand même à la base. Donc ça peut être cool. Oui, au départ, il voulait être artiste, mais il a écouté ses parents qui ont dit non, personne ne va gagner sa vie comme ça. Donc, il a travaillé dans un bureau. Mais non, et en plus, j'ai trouvé toute une pile, ça doit dater de, 40 ans, une pile de dessins qu'il a fait dans sa jeunesse, mais extraordinaire, parce que tu sais comment Michael voulait faire tout vite, impatient. Mais là, un dessin qui a dû lui prendre des jours et des jours avec des tout petits marques de finesse. Donc, quand il faisait de l'art, il avait une patience et une concentration extraordinaire. Ça m'a vraiment surpris de voir la qualité. Ouais. De toute façon, c'était assez cohérent parce que tu te souviens comment il partait très vite dans ses transes. Il partait super vite. Et en fait, lui, il avait l'habitude de se fermer de tout. Tu te souviens quand il y a des moments, il était sur son téléphone ou sur un truc, et tu avais beau l'appeler 25 fois où il était dans son monde, il n'y a plus personne. Il était ultra focus. C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il allait dans tous les sens. Et en fait, c'est comme s'il était vraiment dans des transes où il se fermait complètement. Il était focalisé sur une idée, il finissait son idée, il partait sur d'autres choses. Et ça a du sens dans ce que tu dis sur des œuvres un petit peu plus complexes à mettre en place. Ça se trouve, il rentrait dans des transes et il ne devait même pas se rendre compte du nombre d'heures que ça passait. L'exemple de la voiture, hein, il passait sa vie à conduire et il ne se rendait même pas compte qu'il conduisait. Donc, j'ai envie de te dire, c'est vraiment, il avait cette faculté à se dissocier et à être dans son monde intérieur qui était hyper fort. Hein.
Ouais, c'est plutôt chouette. Donc, on va vous mettre n'hésite pas d'ailleurs, ça peut être sympa si tu as des différentes illustrations qu'il a. N'hésite pas, si tu en as que tu penses qu'on pourrait mettre dans le passeport, on pourrait en rajouter. De toute façon, après, on fait un peu ce qu'on veut de ce passeport-là. Ça peut être sympa. Oui, justement, puisque ce n'est pas Silver International officiel, nous, on peut faire ce qu'on veut, notre version à nous, pour les francophones. Donc, on peut enlever, ajouter, oui, mais vraiment fait pour que tout ce dont on a besoin de façon quotidienne est dans notre petit passeport. Et on peut, oui, j'espère qu'on va aussi pouvoir quand même faire en imprimé, parce que l'idée, c'est que c'est un passeport, on peut mettre dans sa poche, il est disponible, tu regardes tout de suite. Voilà, ça serait chouette. Ça, après, faut voir. Faudra voir. Je pense qu'on trouvera des éléments d'édition pour le faire. On va se débrouiller par rapport à tout ça. Donc, en fait, on avait ça en projet il y a 20 ans et on n'a jamais arrivé. Donc, je suis vraiment très contente que tu donnes la motivation pour le faire. C'est bien. Ah ouais. On va le sortir. Hein. Puis là, je te dis, il n'y a plus grand-chose à faire. Il y aura des choses à corriger. Après, il y a le format numérique qui va être facile à faire. Après, ça va être juste voir au niveau d'imprimeur. Parce que je crois que cette taille-là, tu vois, chez Amazon, la taille la plus petite, ça donne ça. Sauf que ça, tu ne peux pas le mettre dans la poche. Attends, je te montrerai, mais c'est vraiment c'est les tailles des petits livres que je te donne. Tu vois, la taille des livres. C'est la taille minimum qu'il a chez Amazon. Le manuel? Non, tu vois les petits essais que je te donne. Quand je passe te voir et que je te donne des essais que j'ai écrits. Ah, pardon, ces livres-là. Ah, d'accord. Et tu vois, ils sont quand même un peu grands. Même en édition de poche, c'est assez grand, oui. C'est trop grand. Donc, il faudra trouver. D'ailleurs, si parmi vous connaissez des personnes qui pourraient éventuellement nous faire la taille d'un passeport peut-être un petit peu plus grand, ou sur lequel on peut travailler, n'hésitez pas à nous contacter. Comme ça, nous, si on peut avoir des news, des informations pour pouvoir mettre ça en concret, en papier, autant le faire. À 5 minutes de moi, j'ai un imprimeur très, très spécial. Donc, je vais lui demander s'il peut reproduire aussi. Génial. Si quelqu'un va trouver, c'est bon. Oui, on va trouver. Pas de souci. Ok, on s'arrête là sur la première partie. Comme ça, on va faire une deuxième partie complète. Sur Face Healing. Donc, bien sûr, si vous avez des questions, des remarques, si vous avez des idées à nous envoyer ou des contacts à nous envoyer, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, YouTube, ou en mailant directement ou en mailant Lee directement. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Et voilà, à plus tard.